Bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire, toujours en compagnie de Stivus. Sans plus tarder, après vous avoir présenté la biographie, je vais vous expliquer quelles sont les origines de ce conflit. Alors, quelle est la situation des deux pays dans les années 1960-1970 ? Commençons par la Somalie. Autrefois divisée en deux colonies, la Somalie italienne et la Somalie britannique, ce pays devient indépendant en 1959 avec Mogadiscio pour capitale et présidé à partir de 1967 par Abdirachid Ali Shermak, que l'on voit ici en visite officielle à Washington. Mais comme dans une grande partie des États africains, la démocratie naissante et fragile ne résiste pas longtemps. Et en 1969, après 10 ans d'existence, celle-ci est anéantie par un coup d'État qui aboutit à l'assassinat par ses gardes du corps du président Ali Shermak, dont on voit ici les obsèques. Le meneur de ce putsch se nomme Siad Barre. Il était vice-commandant de l'armée, mais à partir de ce moment, il devient le véritable chef inconditionnel du pays. Son idéologie est quelque peu socialisante. Il proclame la Deuxième République, renommée République démocratique de Somalie. Il proclame également l'égalité entre les sexes, la gratuité de l'éducation. Il expulse les ambassadeurs et les conseillers américains. Bref, il intéresse fortement l'URSS, qui se rapproche du coup de la Somalie et qui est ainsi trop heureuse de compenser sa perte d'influence en Égypte, parce que après les accords de David entre l'Égypte et Israël, l'Égypte a décidé d'expulser les conseillers militaires soviétiques. Et ces conseillers militaires soviétiques vont pouvoir se rendre directement en Somalie pour remplacer ceux des Américains. Un traité d'amitié est signé entre les deux pays en 1974, mais attention, il ne faut pas pour autant voir la Somalie comme un pays du bloc de l'Est, à l'instar de ce qu'est la Pologne ou la Hongrie, car Siad Barre continue de mener sa propre diplomatie. Mais c'est également un régime dictatorial reposant sur un culte de sa personnalité. Pour renforcer son régime, Siad Barre s'appuie également sur une idée nationaliste irrédentiste et expansionniste qui consiste à vouloir réunir tous les Somaliens au sein d'un seul et même pays. Et oui, parce que les Européens, et c'était déjà le cas lors du traité de Versailles, ont, lors de la décolonisation, taillé les frontières à la hache. Ils prenaient plus en compte les limites de leur possession plutôt que les populations qui habitaient. Si bien qu'1 million de Somaliens vivaient en dehors de la Somalie. Voici une carte qui s'appuie sur les travaux de l'anthropologue britannique Johan Miadin-Lewis qui, dans les années 1960, a entrepris une étude sur l'organisation de la société somalienne. Et vous voyez que sur cette carte, donc, on y voit les différents clans. Et à titre d'exemple, Siad Barre est originaire du sud du pays, du clan d'Arod. Alors, si la vision clanique que cet anthropologue a proposée a été depuis remise en question, cette carte n'en montre pas moins l'étendue de la surface dans laquelle vivent les Somaliens et qui déborde largement sur les pays voisins. Au nord, à Djibouti, au sud sur le Kenya, mais surtout dans l'Ogaden, qui est une région donc située au sud-est de l'Éthiopie et par conséquent revendiquée par la Somalie. Et donc vous comprenez dès lors pourquoi en fait cette guerre est nommée la guerre de l'Ogaden. Du côté de l'Éthiopie, la situation n'est guère meilleure. À ce moment-là, ce pays est dirigé par le vieil empereur Haïl Sélassié, que vous connaissez peut-être déjà d'ailleurs, puisque c'est lui qui était déjà le souverain du pays au moment de son invasion par l'Italie fasciste de Mussolini en 1935, suite à quoi d'ailleurs cet empereur avait lancé un appel à la SDN pour qu'elle bouge ses fesses.
Et bon, il avait retrouvé son trône après la Seconde Guerre mondiale. Mais le problème, c'est que la société, depuis, a fortement évolué, mais pas le pouvoir. Il me fait penser d'une certaine façon un peu au Shah d'Iran, c'est-à-dire qu'on a une sorte de souverain qui s'appuie sur un passé certes prestigieux, mais qui est complètement déconnecté du peuple. Vous voyez d'ailleurs ici une image de la visite de la reine Elisabeth. Vous voyez, hein, y a un certain faste et tout, mais ce faste, en fait, il ne correspond plus à l'époque, surtout à une société qui s'enfonce dans la pauvreté. D'autant plus qu'au même moment, l'Éthiopie est embourbée dans une guerre civile. Alors on va faire un petit zoom de la carte de l'Éthiopie et je vais vous mettre les frontières internationales actuelles. Hop, et vous pourrez vous apercevoir qu'au nord-est de l'Éthiopie apparaît un nouveau pays qui se nomme l'Érythrée. Alors l'Érythrée, c'est une région de l'Éthiopie dans les années 60. Mais à partir des années 70, apparaît un mouvement qui se prénomme le Front populaire de libération de l'Érythrée, qui mène une véritable guérilla, un poison hein, pour l'armée éthiopienne, pour pouvoir obtenir l'indépendance du pays. Enfin, à tout ceci s'ajoute une sécheresse dans les années 70 qui va provoquer dans le pays une véritable famine. Eh bien, famine, plus une guerre civile, plus un pouvoir qui est à bout de souffle, vous avez là le cocktail qui va provoquer la révolution, et celle-ci va débuter en janvier 1974, lorsqu'une mutinerie de la 4e brigade, qui est basée dans le sud-ouest du pays, va virer à la rébellion qui se généralise dans tout le pays. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un groupe d'officiers de l'armée qui va s'imposer. Ce groupe d'officiers se nomme le DERG. Le DERG, c'est un acronyme amharique. Amharique, c'est la langue de l'Éthiopie, et qui signifie Gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste. Alors ce DERG, contrairement à ce qui s'est passé en Somalie, n'est pas le mouvement d'un seul homme, mais plutôt le collectif de plusieurs officiers, même si en réalité au début il est dominé par le général Amanandom que vous voyez ici. Mais on y trouve également par exemple Abat et notre fameux Mengistu. Alors ce DERG va imposer une orientation communiste du pays en imposant une série de mesures telles que la nationalisation des entreprises, la réforme agraire avec le partage des terres et l'assassinat d'anciens fonctionnaires impériaux. D'ailleurs, l'empereur qui a été renversé le 12 septembre 1974 finira par être enfermé en prison où il mourra le 27 août 1975. Alors sa mort est un peu entourée d'obscurité, donc il est question de problèmes de santé, parfois d'étranglement. Toujours est-il que le DERG a empêché toute autopsie et les restes de son corps seront retrouvés en 1991 dans les soubassements du palais, dont vous voyez ici des images. D'ailleurs, la disparition du régime impérial est actée par l'effacement des armoiries de l'empereur du drapeau national. Alors les relations entre l'Éthiopie et la Somalie sont au début plutôt cordiales, même lorsque Siad Barre arrive au pouvoir, comme le démontrent ces photos d'une rencontre entre les deux dirigeants. Mais les revendications de Siad Barre sur l'Ogaden se font plus pressantes dès lors que la Somalie a rattrapé une partie de son retard économique et que le DERG s'enfonce dans la crise. Car en Éthiopie, même si révolution il y a eu, eh bien, le DERG hérite des problèmes qui existaient déjà avant cette révolution. La sécheresse, la disette, des oppositions internes comme la guérilla des Érythréens et du LFPT, le Front de libération du peuple tigré, situé au nord de l'Éthiopie, et qui se battent pour une vision plus démocratique du socialisme, et qui mettent en échec l'armée éthiopienne, ainsi que d'autres mouvements marxistes-léninistes. Alors de plus, le DERG connaît lui-même des remous internes. Alors je ne peux pas vous expliquer, hein, parce qu'en fait, dans le DERG, il y a plusieurs tendances qui s'affrontent. Et je ne vais pas vous expliquer tout ça parce que ça prendra un numéro à lui tout seul, mais entre 1974 et 1976, vous avez plusieurs règlements de compte, notamment le 23 novembre 1974 où Abat est assassiné. En 1977, au début de l'année, vous allez avoir ce qu'on appelle la terreur rouge, au cours duquel d'autres membres du DERG vont disparaître, notamment Tafari Benti, et à l'issue de cette terreur rouge, eh bien, Mengistu va finalement s'imposer et
et organiser le pays qui devient la République démocratique populaire d'Éthiopie, selon le modèle des démocraties populaires en Europe de l'Est, orientation qui va rapprocher Éthiopie de l'URSS. D'ailleurs, l'URSS avait une préférence pour Mengistu. Autrement dit, l'Éthiopie, entre 1974 et 1976, s'enfonce dans une situation de chaos. Le pays est au bord de l'implosion et qui menace même la pérennité du derg. La révolution n'était pas sûre de continuer à ce train-là. Et évidemment, tout ça, ça constitue un contexte favorable pour Siad Barre, qui va vouloir en profiter pour accentuer ses revendications. Alors comment va-t-il s'y prendre ? Eh bien ça, c'est ce qu'on verra au prochain épisode.